Alors, on continue aujourd'hui, chapitre 6, toujours avec les tests d'hypothèse, en étudiant les tests d'hypothèse sur une proportion. Petite précision avant de commencer, je suppose dans cette capsule vidéo que vous avez déjà visionné la capsule vidéo sur les tests d'hypothèse sur une moyenne. Avant d'aller plus loin, un petit rappel, on a vu dans le chapitre 4 que si n était supérieur ou égal à 30, donc si la taille de l'échantillon était supérieure ou égale à 30, ben, P bar était approximativement distribué selon une normale de moyenne pi et de variance pi par 1 moins pi sur n. De ce résultat-là, je peux déduire en calculant la cote z de P bar que P bar moins pi sur la racine de pi par 1 moins pi sur n était approximativement distribué selon une loi normale 0,1. Et donc, je vais avoir besoin de ce résultat-là pour effectuer mes tests quand je cherche la distribution, en fait, à utiliser pour faire le test. Alors, le test d'hypothèse sur une proportion, il va se faire exactement de la même façon que le test sur une moyenne. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je suppose que vous avez visionné cette capsule vidéo. La différence, par contre, c'est qu'à l'étape 2, quand on cherche la distribution à utiliser, ben, on va utiliser cette distribution-là si l'échantillon est avec remise. Et si jamais l'échantillon est sans remise, ben, on va diviser par racine de grand N moins petit n sur grand N moins 1. À une condition, bien sûr, c'est que le facteur ne soit pas négligeable. Vous vous rappelez de votre feuille de formule que vous allez avoir à l'examen? Ben, cette formule-là, donc, pour l'échantillon avec remise, ben, vous la retrouvez sur la feuille. Et c'est à vous de déterminer donc si on doit mettre le facteur de correction ou pas. Et je vous rappelle que cette formule-là, elle s'applique si n est supérieur ou égal à 30. Si jamais n n'était pas supérieur ou égal à 30, ben on n'a pas vu ce qu'il faut pour faire le test, donc on ne pourrait pas le faire à ce moment-là. Alors allons-y avec cet exemple que vous retrouvez dans vos notes de cours où on vous dit que l'an dernier, le pourcentage de travailleurs syndiqués était de 41,4%. Cette année, un échantillon prélevé aléatoirement et avec remise de 1000 travailleurs a donné un pourcentage de syndiqués égal à 37,5%. Peut-on affirmer avec un risque de 2% que le pourcentage de syndiqués a diminué de façon significative depuis l'an dernier? Alors, la première chose, bien sûr, qu'on va faire avant de commencer le test, c'est de définir notre variable. Donc, la variable x ici, ben, ça représente le nombre de travailleurs syndiqués qu'on a. À la première étape, évidemment, on va formuler nos hypothèses. Dans le test sur une moyenne, vous aviez comme hypothèse H0 toujours mu égale quelque chose. Là, comme on fait un test sur une proportion, ben, l'hypothèse H0, elle sera toujours de la forme pi égale quelque chose. Et pour l'hypothèse H1, ben, on aura trois choix. Soit pi plus grand que la valeur qu'on a mis en H0, soit pi n'est pas égal à la valeur qu'on a mis en H0, ou encore pi est inférieur à la valeur qu'on a mis en H0. Et le choix dépend bien sûr de la question qu'on vous pose. Alors, dans notre cas ici, ben, l'hypothèse H0, ce sera pi égale 0,414, qui était la proportion de syndiqués de l'année dernière. Donc, ça voudrait dire que la proportion de syndiqués serait restée la même. Versus l'hypothèse H1, qui dit que pi est inférieur à 0,414, qui dit donc que la proportion de syndiqués a diminué. Et c'était la question qu'on se posait. On voulait savoir s'il y avait eu une diminution de la proportion de syndiqués. Alors, l'étape 2, le choix de la distribution. Ben, comme n est supérieur à 30 et que l'échantillon est fait avec remise, ben, la distribution sera z est égal à p bar moins pi sur la racine de pi par 1 moins pi sur petit n, qui est distribué approximativement selon une loi normale de moyenne 0 et de variance 1. Pour ce qui est du choix du risque, encore une fois, je vous rappelle, le mot choix est un peu exagéré ici parce que il vous sera toujours donné dans les questions, mais dans ce cas-ci, donc, on utilise un risque alpha qui est de 2%. Je vous rappelle aussi que ce alpha-là représente la probabilité de rejeter H0, sachant que H0 est vrai.
On est maintenant rendu à l'étape 4, qui est l'étape des calculs. Alors, dans le problème, on nous a indiqué que la proportion dans l'échantillon était de 37,5%, ce qui veut dire 0,375. La taille de l'échantillon est de 1000 travailleurs, alors Z sera donc égal à moins 2,50. Ce résultat nous indique que la proportion dans notre échantillon est à 2,50 écart type, sous la proportion de l'année dernière. Et la question qu'on se pose, est-ce que cet écart-là est-il suffisamment élevé afin qu'on puisse rejeter H0? Ça, on va le savoir à la fin de la prochaine étape. Alors, on est rendu à l'étape où on va définir notre région critique. Je vous rappelle qu'on a choisi comme hypothèse H1 que pi était inférieur à 0,414. On avait un alpha qui valait 2%, donc le graphique qui nous permet d'identifier notre région critique ressemble à celui-là, où le risque a complètement été mis du côté gauche parce que l'hypothèse était inférieure, hein? Donc on met le risque tout du côté gauche. Le 2% est là, le 98% est là, et comme Z était distribué selon une loi normale 0,1, pour trouver la valeur critique, donc la valeur où se termine notre zone de rejet, on devra aller fouiller dans la table de loi normale. On va aller voir à l'intérieur de la table où est-ce qu'on a une probabilité qui correspond à 0,48. Donc, en fait, qui est la valeur la plus près possible de 0,48. Et on trouve dans la table, donc, que cette valeur-là est moins 2,05. En fait, 2,05 dans la table, mais comme on sait qu'on est du côté négatif, c'est pour ça qu'on a mis moins 2,05. Alors, on va conclure qu'on rejettera H0 si la valeur de Z est inférieure à moins 2,05. Alors, c'est ce qui est notre région critique. Maintenant, on est rendu à l'étape où on va prendre notre décision. Alors, on a obtenu, nous, à l'étape 4, que Z était égal à moins 2,50. C'est clairement dans notre zone de rejet, hein, parce que la zone de rejet, elle part de moins l'infini et elle s'arrête à moins 2,05. Alors, cette valeur, donc, est dans la zone de rejet. On rejette H0. Alors, on va maintenant conclure ce test. Petit rappel, hein, si on rejette H0, on commence toujours la conclusion par on affirme avec un risque alpha, etc. Si on ne rejette pas H0, on commence toujours la conclusion par il semble qu'avec un risque alpha, on ne peut rejeter l'hypothèse que. Alors, dans notre cas, on a rejeté H0, donc on affirme avec un risque de 2% que la proportion de travailleurs syndiqués a diminué depuis l'an dernier. Donc, ça signifie que depuis l'an dernier, il y a donc une diminution significative, assez significative pour qu'on rejette l'hypothèse que c'est resté la même proportion que l'an dernier. Allons-y d'un autre exemple. On vous dit qu'un journal affirme qu'au moins 80% des familles vivant en banlieue possèdent au moins 2 voitures. Afin de vérifier cette affirmation, on prélève avec remise un échantillon aléatoire de 150 familles vivant en banlieue et on trouve que 105 d'entre elles ont au moins 2 voitures. Alors, peut-on affirmer avec un risque de 5% que le journal a raison? Vous pouvez très bien essayer cet exemple-là par vous-même avec ce que vous avez vu dans la précédente capsule vidéo et de ce que vous avez vu dans celle-là précédemment aussi. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Notre variable X, c'est le nombre de familles de la banlieue qui ont au moins 2 voitures. Alors, je vous suggère de faire pause et d'appuyer sur pause, en fait, et de nous revenir quand vous serez prêt. Alors, allons-y pour la solution. Pour la formulation de nos hypothèses d'abord, l'hypothèse H0, on a mis pi égale 0,80 parce que le journal disait qu'il y avait au moins 80% des familles de banlieue qui possédaient 2 voitures. Alors, si pi égale 0,80, dans cette hypothèse-là, le journal a raison. Et si pi est inférieur à 0,80, c'est là que le journal a tort, hein, parce que le journal avait dit qu'il y en avait au moins 80%. Donc, plus que 80%, le journal a toujours raison, mais moins que 80%, le journal a tort. Alors, voici les deux hypothèses qu'on va vérifier.
Pour le choix de la distribution, ben, on sait que n est supérieur ou égal à 30, que l'échantillon est pris avec remise. Alors z va être égal à p bar moins pi sur racine de pi par 1 moins pi sur petit n, qui est distribué approximativement selon une loi normale de moyenne 0 et de variance 1. Le choix du risque, ben, on vous a précisé dans le problème qu'on voulait un risque de 5%. On est maintenant rendu à l'étape 4, qui est l'étape des calculs. Alors, on peut trouver que P bar vaut 105 sur 150, hein, donc il y a 105 familles qui vivent en banlieue qui ont au moins 2 voitures, de ce qui veut dire que P bar vaut 0,7, et la taille de l'échantillon est de 150, alors Z va être égal à 0,7 moins 0,8 sur la racine carrée que vous voyez à l'écran actuellement. Alors, ça donne moins 3,06. Ça veut donc dire que ce résultat, avec ce résultat, donc, que la proportion dans l'échantillon est à 3,06 écart type sous la proportion mentionnée par le journal. Et est-ce que cet écart est suffisamment élevé pour qu'on puisse rejeter H0? Bien, on va le savoir à la fin de la prochaine étape. On va définir notre région critique. Je vous rappelle qu'on avait choisi H1 pi est inférieur à 0,8 et qu'on avait un risque de 5%. Alors, ça veut dire que notre zone de rejet dans la courbe normale se trouve complètement à gauche de la courbe, qu'on a une surface ici de 0,95 et ici de 0,05. Donc, la surface entre 0 et la valeur critique est de 0,45. Alors, si on regarde dans la table de loi normale, si on regarde à l'intérieur de la table de loi normale, ben on va constater à ce moment-là que d'habitude, on prend la valeur la plus près, mais là, dans ce cas-ci, il y a deux valeurs où la distance est identique. On a 0,4495 et 0,4505. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, on prend la moyenne des deux valeurs. Donc, on va prendre la moyenne entre 1,64 et 1,65. Alors, si on fait la moyenne de 1,64 et 1,65, ben, ça nous donne 1,645, qu'on va mettre négatif, bien sûr, parce que notre zone de rejet est dans la partie négative du graphique. Alors, ça veut dire que notre région critique, on va dire qu'on rejettera H0 si Z est inférieur à moins 1,645. On est rendu à l'étape de la prise de décision. On avait obtenu à l'étape 4 que Z était égal à moins 3,06. Alors, ma région critique, ben, elle part de moins l'infini et elle va jusqu'à moins 1,645. Alors, moins 3,06, ben, c'est clairement dans la zone de rejet. Alors, comme cette valeur est dans la zone de rejet, ben, on rejette H0. Et on arrive à la conclusion du test, qui, je vous le rappelle, commence par « on affirme » si on rejette H0 et par « il semble » si on ne rejette pas H0. Comme on a rejeté H0, bien, on va dire qu'on affirme avec un risque de 5% que la proportion de familles vivant en banlieue qui ont au moins 2 voitures est inférieure à 80%. Alors, conclusion, donc, le journal a tort. Le journal disait qu'il y en avait au moins 80%. Ben, nous, on arrive à montrer que avec les résultats qu'on a eus dans notre échantillon, ben, un tel résultat est très peu probable si la proportion est vraiment de 80%. Alors, c'est inférieur à 80%. Voilà qui conclut donc les tests sur une proportion et on arrive maintenant à une dernière explication. Je vous avais dit dans la première capsule vidéo qu'on n'acceptait jamais H0. Ou bien on rejette H0 ou bien on ne rejette pas H0. Pourquoi? Ben, regardons le tableau que vous voyez actuellement à l'écran. Quand on fait un test d'hypothèse, il peut se passer deux choses. Ça se peut qu'on rejette H0 ou qu'on ne rejette pas H0. Dans la vraie vie, il y a deux situations. Ou bien H0 est vrai, ou bien H0 est fausse. Si on rejette H0 et que H0 est fausse, il n'y a pas d'erreur, c'est parfait. Si on ne rejette pas H0 et que H0 est vrai, il n'y a pas d'erreur non plus, c'est parfait. Si on rejette H0, mais que par malheur H0 est vrai,
Ben là, on commet une erreur, mais ça, c'est une erreur qu'on connaît. C'est le alpha qu'on pose dans le test. Alors, cette erreur-là, on l'assume. On n'a pas besoin de, de l'interpréter davantage. On l'a fixé au départ. Par contre, il existe une deuxième erreur qu'on appelle l'erreur de seconde espèce, qu'on note aussi l'erreur bêta, qui est une erreur inconnue parce que pour calculer sa valeur, il faudrait connaître la vraie valeur de mu ou la vraie valeur de pi. Et évidemment, si on la connaissait, cette valeur-là, on ne ferait pas de test d'hypothèse, on connaîtrait sa valeur. Alors, cette erreur-là, elle fait en sorte que c'est possible que le test, quand on ne rejette pas H0, donc ne détecte pas une différence qui ne serait pas significative. Je vous donne un exemple. Si on pose comme hypothèse H0 que la moyenne est le prix moyen, mettons, est de 5 et que dans la réalité, le prix moyen est de 4,98 On parle ici d'une différence d'à peine 2 sous. Ben, c'est possible qu'avec un échantillon de petite taille, puis on arrive à ce moment-là à un résultat qui ne détectera pas un changement aussi peu significatif. Alors, dans un cas comme ça, quand la valeur qu'on a dans la réalité est très près de la valeur qu'on a sous H0, ben, l'erreur bêta se trouve à être très grande. Par contre, si jamais on est dans une situation où est-ce que la différence est significative, ben à ce moment-là, l'erreur bêta sera très petite. Alors, c'est à cause de l'existence de cette erreur bêta-là que quand on dit qu'on ne rejette pas H0, ben on ne dit pas qu'on accepte H0. On dit juste qu'on ne le rejette pas, parce que peut-être que la vraie valeur, c'est pas celle qu'on trouve sous H0, mais une valeur qui est très près. Voilà ce qui termine cette capsule vidéo. Vous pouvez maintenant compléter les exercices de la section 6.7.